Nouveau-Mexique, USA, juin 1945. Los Alamos, un hameau isolé au pied des montagnes rocheuses. Ici, depuis 3 mois, une arme d'un genre nouveau est en préparation. Une arme capable de libérer la puissance du noyau atomique. Pour ce projet, le plus secret de tous les projets en matière d'armement, le gouvernement américain a engagé des milliers de scientifiques et de techniciens. Mais l'un d'entre eux est un espion. « 16 juillet 1945, 5 heures du matin. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Cette bombe était supposée mettre l'Amérique à l'abri d'une agression. Or, son secret a d'ores et déjà été trahi, ce qui déclenchera des années plus tard la plus grande chasse aux espions de l'histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les USA mènent la vie paisible et prospère d'une superpuissance. L'économie est florissante et le monopole de l'arme atomique fait des États-Unis la nation la plus sûre du monde, et ce, en pleine guerre froide. Mais voilà qu'à l'extrême nord de la Sibérie, un événement va ébranler la politique américaine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 4 ans seulement après les USA, l'Union soviétique procède à la mise à feu de sa première bombe atomique, grâce au travail de ses espions infiltrés aux USA. It allowed the Soviet Union to shorten L'activité des espions a permis à l'Union soviétique de réduire de 4 à 5 ans le temps qu'il lui aurait fallu pour développer une bombe atomique. Ça lui a également permis d'économiser plusieurs milliards de dollars. Billions and billions of dollars. Voilà quelque temps déjà que le FBI soupçonne le KGB d'avoir réussi à infiltrer le programme top secret de la recherche nucléaire américaine. À présent, nous sommes en 1949. Les soupçons se sont mués en certitude et il est impératif de démasquer les traîtres. La plus importante traque aux espions de l'histoire commence. Les premiers suspects se retrouvent rapidement dans le collimateur du FBI. Harry Gold, prétendument agent de liaison du KGB. Il est aujourd'hui témoin principal du FBI. Dit-il la vérité? David Greenglass, mécanicien de Los Alamos. A-t-il réellement accès à des informations à même de compromettre la sécurité du projet, comme le prétend le FBI? Julius et Ethel Rosenberg. Sont-ils effectivement des espions à la solde du KGB ou victimes de la vague d'hystérie anticommuniste qui déferle sur les USA? Washington, D.C., quartier général du FBI. Le célèbre bureau d'investigation opère tantôt à découvert, comme une force de police classique, tantôt par le biais d'agents secrets. John Edgar Hoover, chef du FBI, va transformer la chasse aux espions en croisade nationale contre le communisme. La guerre froide gagne le front intérieur. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Systématiquement, des dossiers sont constitués. On relève des empreintes digitales, on vérifie la moindre déclaration. La première investigation policière méthodique commence. Dans tout le pays, les arrestations se multiplient. In the West Coast city, 11 of the Kremlin cat's paws were caught in the FBI net. Uncle Sam at last taking steps to see that his rearmament program isn't sabotaged by servants of Soviet imperialism.
Miriam Moskowitz et son associé Abe Brosman font partie de ceux qui se retrouvent pris dans les filets du FBI. Ils nous ont séparés, Abe et moi. Le téléphone sonnait et ils ne m'ont pas laissé répondre. Finalement, un inspecteur a décroché. Je leur ai demandé « Que me voulez-vous à la fin ?» Ils m'ont répondu « Vous ne comprenez pas, madame, vous êtes en état d'arrestation. » Je leur ai dit « C'est impossible, que voulez-vous dire? Que me reproche-t-on? » Conspiration à fin d'entrave à la justice. Je leur ai demandé, et Abe, même accusation. Cette histoire de conspiration à fin d'entrave à la justice, ça n'avait pas de sens à mes yeux. Des centaines de sympathisants communistes sont arrêtés. Malgré cela, la chasse aux espions atomiques stagne. Faute de résultats, le FBI se retrouve sous pression. Robert Lamphere est agent spécial du FBI, spécialiste du contre-espionnage. Il connaît les tenants et les aboutissants de toute l'affaire. Sa traque de l'espion atomique démarre en septembre 1949, alors qu'un avion espion soviétique vient d'être abattu au-dessus du Canada. Dans la veste du pilote, les enquêteurs retrouvent un manuel à moitié brûlé, grâce auquel ils parviennent à décrypter le code secret soviétique. Le FBI vient de découvrir sa première piste sérieuse. En septembre 1949, nous avons commencé à obtenir des informations. Elles laissaient supposer que le KGB disposait d'une source provenant de l'équipe de chercheurs attachée au projet Manhattan. Ce projet devait aboutir à la fabrication de la bombe. Cela a bien évidemment stigmatisé le FBI et déclenché ce qui a été appelé plus tard l'affaire Klaus Fuchs. Klaus Fuchs est l'espion numéro 1. Physicien anglais d'origine allemande, il a été envoyé en 1943 à Los Alamos par le gouvernement britannique pour intégrer le programme de recherche nucléaire américain. À l'époque, Los Alamos ne figure sur aucune carte. C'est là, sous la direction de J. Robert Oppenheimer, que sera construite dans le plus grand secret la première bombe atomique de l'histoire. Chaque collaborateur à ce projet est passé au crible par un service de sécurité spécial, composé de membres de l'armée et du FBI. Mais comme les bons scientifiques sont rares, on n'a pas toujours été au fond des choses quand il y avait des doutes. Il y avait évidemment des gardes à l'entrée de Los Alamos. Il fallait des documents d'accréditation pour entrer. Et puis il fallait des documents spéciaux pour pouvoir accéder au secteur technique. Seuls les gens autorisés étaient en mesure de se rendre dans les zones sécurisées. Par contre, les enquêtes de la sécurité étaient menées avec des niveaux de rigueur très inégaux. Dans mon cas, je me souviens avoir été interrogé par des militaires et non par des membres du FBI. Mais les contrôles aux entrées ne sont qu'un volet des mesures de surveillance. Derrière les coulisses, le FBI est également omniprésent. Ces agents, grimés en serveurs ou en coursiers, épient discrètement les conversations politiques des scientifiques. Dans le plus secret des projets en matière d'armement, tout le monde est suspect. Klaus Fuchs n'est pas le seul physicien de pointe de Los Alamos à nourrir des sympathies pro-soviétiques. Mais c'est un homme si réservé, si timide, qu'il échappe quelque temps à l'attention du FBI. Il a été la principale source qui a permis à l'Union soviétique de collecter des informations sur les armes nucléaires en construction à cette époque aux USA. Dans les faits, il nous a transmis toutes les données de la bombe à uranium et de la bombe à plutonium. Il nous a livré toutes les bases théoriques, tous les chiffres, tout ce qu'il fallait pour construire la bombe. Ce n'est qu'en 1949, après décryptage du code secret soviétique, que le FBI trouve la bonne piste. Robert Lamphere parvient à déchiffrer un telex soviétique de l'année 1944. Le message contient un point complet de l'état d'avancement des travaux sur la bombe atomique. L'auteur de ce rapport est Klaus Fuchs.
Mais entre-temps, Klaus Fuchs vit à nouveau en Angleterre. À la demande du FBI, il est immédiatement soumis à un contrôle de sécurité. Et il ne résistera pas longtemps à cette pression soudaine. Le 24 janvier 1950, Klaus Fuchs passe aux aveux et reconnaît avoir transmis à l'Union soviétique des informations concernant le programme nucléaire américain à partir de 1942. Il est immédiatement arrêté et incarcéré à Londres. Peu de temps après, Robert Lamphere se rend à Londres, accompagné de Mickey Ladd, un inspecteur en chef du FBI. Il compte interroger Klaus Fuchs pour savoir qui sont ses complices et surtout pour découvrir à qui Fuchs remettait ses informations. C'est l'un des interrogatoires les plus compliqués que j'ai menés. Probablement le plus compliqué. D'une part, la pression de mon propre service et de Hoover, mon supérieur hiérarchique, était très forte. Et j'avais en permanence l'inspecteur du FBI qui regardait par-dessus mon épaule et qui prenait des notes. D'autre part, la difficulté venait de la personnalité même de Klaus Fuchs. C'était visiblement un homme très timide. Brillant mais timide. Au cours de l'interrogatoire, il prenait soin de ne rien me dire spontanément. C'est-à-dire que si on voulait savoir quelque chose, il fallait lui poser des questions extrêmement ciblées. Et il fallait lui poser toutes les questions. Lui, il répondait très brièvement et il ne répondait que ce qu'on lui avait demandé. Il ne révélait rien de sa propre initiative. D'une certaine manière, nous étions face à un chercheur brillantissime, mais nous devions l'interroger comme un enfant de 5 ans. Klaus Fuchs est disposé à passer aux aveux, mais il ne répond qu'avec réticence aux questions du FBI. Son contact, concédera-t-il, avait un visage rond, quelques connaissances en chimie, et il s'appelait Raymond. Il est évident qu'il cherche à protéger son agent de liaison. Mais ces indices, si vagues soient-ils, suffisent au FBI. À Philadelphie, un homme qui correspond à la description de Fuchs est placé sous surveillance. Il s'appelle Harry Gold. Il est la deuxième pièce du puzzle dans la traque aux agents. Il racontait à tout le monde qu'il était marié et qu'il avait 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Sa femme, disait-il, l'avait quitté pour un agent immobilier très riche. Et pour lui, la seule façon de voir ses enfants était de se rendre dans un parc où ils allaient jouer le samedi après-midi. Il nous disait qu'il se cachait derrière un arbre pour les observer. C'était une histoire très triste et nous avions énormément de peine pour lui. Révélation d'une existence perturbée ou subterfuge destiné à masquer les activités d'un espion professionnel? Parmi toutes les histoires que Gold raconte à ses proches, rares sont celles qui sont vraies. À cette époque, Gold n'utilisait même pas son véritable nom. Il se faisait appeler Frank Kessler. Il allait chercher les dernières informations qu'Abe avait réunies, et puis je suppose qu'il les faisait passer en Union soviétique. Les relations d'affaires entre Gold et l'Union soviétique attirent bientôt l'attention du FBI. Mais sans une déclaration claire et nette de Klaus Fuchs, il n'existe pratiquement aucun élément tangible contre lui. Malgré tout, il sera arrêté le 22 mai 1950. Il avoue immédiatement avoir travaillé comme agent de liaison pour Fuchs. Je ne savais absolument pas qu'il avait ce genre d'activité. Cela a vraiment été une surprise. Je ne pouvais pas y croire. J'étais persuadée que le gouvernement faisait une grave erreur et que cet homme-là ne pouvait pas être ce genre de personnage. Les photos et les images filmées lors de l'arrestation de Gold sont envoyées à Londres, où Robert Lamphere interroge toujours Klaus Fuchs. Ce dernier, voyant qu'il est devenu inutile de couvrir Gold, sort enfin de sa réserve. Voici le film sur lequel Klaus Fuchs a identifié son agent de liaison comme étant Raymond. C'était un film sur lequel figure Harry Gold.
Nous lui avons également montré des photos de Harry Gold. Sur le recto d'une d'entre elles, il a écrit « Ceci est une photo de l'homme que je connais comme étant Raymond ». Harry Gold is seen here in Philadelphia just after he'd been granted postponement of extradition to New York for trial. He's accused of passing atomic secrets to Russia, having, it's alleged, acted as a go-between for Dr. Fuchs, the scientist convicted as a traitor in Britain. Gold is reported as saying, "I meant no harm to America." Comparé à Klaus Fuchs, Harry Gold fait office de menu fretin. Il n'est qu'agent de liaison. Il sera pourtant la clé de tout un réseau d'agents que le FBI soupçonne d'être infiltrés à Los Alamos. Un plan de la ville d'Albuquerque, découvert dans l'appartement de Harry Gold, donne une nouvelle piste aux enquêteurs du FBI. Albuquerque, au Nouveau-Mexique, n'est qu'à 1 heure de voiture de Los Alamos. L'enquête se poursuit ici. Interrogé par le FBI, Harry Gold déclare que le 3 juin 1945, un jour après son entrevue avec Klaus Fuchs, il a rencontré à Albuquerque un collaborateur du projet Manhattan, un soldat et son épouse. Dans ce cas comme dans les autres, sa mission consistait à récupérer des documents secrets et à les remettre à son officier de commandement à New York. Après cette déclaration, il fournit au FBI un nouvel élément important du puzzle. Il a rencontré ce soldat et son épouse à Albuquerque, mais il ne se souvenait pas de leur nom. En revanche, il a pu nous en faire une bonne description et nous indiquer l'endroit où ils habitaient. Les agents du FBI d'Albuquerque n'ont eu aucun mal à identifier le soldat en question comme étant David Greenglass. David Greenglass fait partie de ce millier d'appelés qui effectuent leur service militaire non pas au front, mais en tant qu'assistants à Los Alamos. Malgré ses sympathies déclarées pour le communisme, il a passé sans problème les examens de sécurité. Il était bruyant et vulgaire, et puis il parlait de politique. Il était de toute évidence assez radical et d'inspiration communiste. Nous avons eu des discussions assez virulentes sur la politique. D'une certaine manière, on sortait du même moule. Il venait du Lower East Side de Manhattan, dont je suis moi-même originaire. Nous comprenions très bien le milieu ouvrier dont nous venions l'un et l'autre, mais nos idées politiques divergeaient considérablement. Fat Man, la bombe qui détruira Nagasaki. En cette année 1945, sa construction est le défi technique majeur de Los Alamos. Les Russes s'intéressent particulièrement à son fonctionnement. Elle est équipée d'un mécanisme de mise à feu qui doit fonctionner au centième de seconde près pour obtenir une réaction en chaîne. Les esquisses que David Greenglass remet le 3 juin 1945 à Harry Gold ne sont pas très précises, mais elles décrivent le principe de fonctionnement du détonateur. Il était mécanicien. Pour l'implosion, il était important de fabriquer des charges explosives de forme conique. Le principe était que la mise à feu se faisait au sommet des cônes et que l'onde explosive se propageait vers le bas. L'effet d'implosion se faisait grâce à la disposition des cônes. David Greenglass, lui, était chargé de fabriquer les moules de ces cônes. Ils étaient en aluminium, je crois. Ces cônes accueillaient ensuite l'explosif à proprement parler. En fait, il fabriquait les moules pour les charges explosives. Albuquerque, à 1 heure de voiture au sud de Los Alamos. Ruth Greenglass y loue un petit appartement où elle retrouve son mari lors de ses permissions. C'est elle qui est chargée de remettre les documents à l'agent de liaison. 2 fois, pourtant, celui-ci ne viendra pas au rendez-vous. Le 3 juin 1945, quand Harry Gold se présente à l'appartement, David Greenglass est là par hasard et peut lui livrer les documents. Je suppose que David se rendait à l'appartement aussi souvent que possible, ce qui à cette époque, fin 1944, début 1945, était pratiquement chaque week-end. Ils étaient amoureux, c'était un couple d'amoureux. La première fois que je les ai rencontrés, ils ne s'étaient pas vus depuis un moment, et ils étaient très heureux de se retrouver.
5 ans plus tard, David Greenglass vit à nouveau à Manhattan depuis quelque temps. Nous sommes en été 1950 et le FBI commence à s'intéresser à lui. Les enquêteurs le placent sous surveillance, comme ils l'avaient fait pour Harry Gold. Sur la base de nouvelles photos, Harry Gold témoigne. Voici l'homme que j'ai rencontré en juin 1945 sur ordre de mon officier de commandement soviétique. David Greenglass est arrêté le jour même. Je m'en souviens très bien, parce qu'à cette époque, je travaillais au MIT de Cambridge, dans le Massachusetts. Je suis passé devant un kiosque à journaux et j'ai vu un tabloïd avec en première page la photo d'un type joufflu. Et je me suis dit, je connais ce type-là. Comme je ne le resituais pas, j'ai regardé de plus près et j'ai lu son nom. Il s'agissait de David Greenglass. C'est comme ça que j'ai appris son arrestation. Des heures durant, David Greenglass est interrogé. Le 15 juin 1950, à 1h40 du matin, il signe ses aveux complets. C'est la 3e pièce du puzzle, mais ce n'est pas encore la dernière. Au cours de l'interrogatoire, David Greenglass identifia immédiatement son beau-frère Julius Rosenberg comme étant l'homme qu'il avait contacté pour faire de l'espionnage au compte des Soviétiques. Ça a déclenché l'affaire Rosenberg. Julius Rosenberg est le beau-frère de David Greenglass. Dans le sud de Manhattan, il habite un logement HLM avec Ethel, son épouse, et leurs 2 enfants en bas âge. Le KGB le recrute en 1942. Pendant la guerre, il travaille pour un service gouvernemental dont la mission consiste à examiner les utilisations possibles du matériel militaire dans l'industrie civile. Comme moi, Rosenberg était ingénieur en électronique. On se testait mutuellement assez souvent. Il nous a effectivement livré des informations importantes, mais elles provenaient du domaine de l'électronique. Il nous a par exemple transmis de nombreuses informations sur différents types de radars. Le consulat général soviétique à New York. Il abrite en fait le centre de renseignement américain du KGB. C'est d'ici que sont coordonnées toutes les activités d'espionnage aux USA. Il ne s'agit pas uniquement d'espionnage nucléaire. Le responsable du consulat est surveillé jour et nuit par le KGB. Il s'appelle Anatoly Yakovlev. Normalement, on se garait une rue plus loin, au fond. De là-bas, on pouvait distinguer Yakovlev. Il passait très souvent dans ce coin. Je me souviens d'une occasion, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, où nous l'avons suivi jusque dans un cinéma russe, sur la 42e rue, dans le secteur de la 8e avenue. Il était assis à quelques rangées de nous et il regardait un film dans lequel l'armée soviétique entre triomphalement dans Moscou à la fin de la guerre. C'était très intéressant et nous avons regardé le film. À un moment, nous avons remarqué que Yakovlev avait disparu. Vous connaissez cette impression très désagréable que vous avez dans l'estomac quand vous avez été négligent? En fait, il avait simplement changé de place et à partir de ce moment-là, nous ne l'avons plus lâché des yeux. Mais Yakovlev est un professionnel. Régulièrement, il parvient à rencontrer ses agents ou à échanger des informations avec eux à l'insu de tout le monde. En matière d'espionnage militaire et industriel, Julius Rosenberg est l'un de ses agents les plus importants. Il les rencontre lors de promenades dans des cafés loin du centre. Le cinéma, surveillé par Robert Lamphere, est lui aussi un point de rendez-vous important. Quelques années plus tard, David Greenglass nous avouait que Rosenberg lui avait confié qu'il se rendait souvent dans ce cinéma et qu'il déposait quelque chose sous un siège. Son agent de liaison l'observait, puis prenait sa place et récupérait ce qu'il avait déposé sous le siège. Un message, un document, un microfilm ou autre chose. C'était une façon assez efficace pour échanger des informations. Après les révélations de David Greenglass, Julius Rosenberg, son beau-frère, se retrouve dans le collimateur du FBI. Il sera surveillé pendant quelque temps, jusqu'à ce que les enquêteurs, de crainte de le voir fuir et dans l'espoir d'obtenir des aveux rapides, décident d'intervenir. Le 17 juillet 1950, Julius Rosenberg est arrêté sous les yeux de ses enfants, Michael et Robert.
C'était après le dîner. Je dormais déjà et Michael écoutait une émission radiophonique qui s'appelle Lone Ranger. C'est un western qui a récemment été adapté à la télévision. Mais à cette époque, ça passait à la radio. Un agent du FBI est entré et il a coupé la radio. Mon frère l'a remis en marche et il y a eu plusieurs allers-retours de cette façon. Mon frère était quelqu'un d'assez têtu. Dans mon livre, je parle de cet épisode comme étant le premier affrontement entre mon frère et le FBI. Il n'était pas un espion atomique important. Toutes les informations provenant de Julius Rosenberg parvenaient entre mes mains. Tout à coup, les agents du FBI se retrouvent dans une impasse. Contrairement à leurs espoirs, Julius Rosenberg n'a pas avoué. Or, il n'existe aucune preuve contre lui. Seule la déposition de son beau-frère, David Greenglass, l'accable. James Kilsheimer travaille pour le bureau du procureur. En compagnie des hommes du FBI, il interroge inlassablement David Greenglass. Sans David Greenglass, il n'y aurait pratiquement pas eu d'affaire Rosenberg. Cela a été un aspect important de l'instruction et de la condamnation. La pression repose entièrement sur David Greenglass. Le FBI sait que sa femme Ruth est également impliquée dans l'espionnage nucléaire. Il semblait évident qu'elle savait ce qui se passait. Lors d'une visite à Albuquerque, elle avait apporté à David un message d'Ethel et de Julius. C'était très important. C'est cela qui a convaincu David de coopérer à l'espionnage nucléaire. Ruth Greenglass est mère de 2 enfants. Jusqu'ici, le FBI s'est contenté de sa déposition. À ce stade, l'avocat de David Greenglass prend une décision lourde de conséquences. En juillet 1950, il se rend à Washington et propose au FBI l'arrangement suivant. Son client est prêt à coopérer totalement, à condition que Ruth Greenglass ne soit pas inquiétée. Nous avons découvert tout ce qu'il savait. Mais cela nous a pris du temps parce qu'il était très réticent à impliquer sa sœur dans cette affaire. En fait, tout s'est passé durant l'interrogatoire. Pour sauver sa propre famille, David Greenglass charge sa sœur, Ethel Rosenberg. Le FBI peut ainsi mettre la pression sur son mari Julius. Le 11 août, Ethel Rosenberg, elle-même mère de 2 enfants, est arrêtée pour sa participation présumée aux activités d'espionnage de son mari. Ses fils ne la verront plus qu'en prison. Ce dont je me souviens surtout par rapport à ma mère, c'est qu'elle portait des vêtements gris. L'uniforme de la prison était très gris. Je me souviens aussi qu'elle était très petite et qu'elle portait des chaussures de prisonnier. Quand je la voyais, je la trouvais plutôt petite. C'est étrange d'avoir ce genre d'image par rapport à sa propre mère, mais c'est cette image que j'ai d'elle. L'arrestation de Ethel n'a pas l'effet escompté. Julius Rosenberg continue à clamer son innocence. On lui propose de témoigner en échange de la clémence du tribunal, mais il refuse. Le marché était simple. Vous coopérez avec le gouvernement et la femme pourra rester chez elle et s'occuper des enfants pendant que le mari purgera une peine de prison. C'est la proposition qui a été faite au couple Greenglass et eux l'ont acceptée. Ruth Greenglass est restée à la maison avec les enfants et David a été condamné à 15 ans de prison. Il en a purgé 10 et il a été relâché. La même proposition a été faite à mes parents, mais ils l'ont refusée. I'm no communist, and I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and car and cow. I like this private ownership, and I want to be left alone. Let the government run its business, and let me run my own.
Le procureur a déclaré « Si Julius Rosenberg voulait coopérer, nous serions face au cas d'espionnage le plus important de l'histoire. Il était supposé placer d'autres gens dans la même situation que la sienne. » 6 mars 1951. Devant le tribunal fédéral du district de New York, le procès commence. Julius et Ethel sont convoyés ensemble à l'audience dans le même fourgon blindé. Myriam Moskowitz a été témoin de ces transferts. Dès que les portières étaient fermées, il faisait noir dans la camionnette. On n'y voyait rien du tout. À un moment, quelqu'un allumait une cigarette, et c'est là que j'ai vu Ethel et Julius qui essayaient de s'embrasser à travers la grille. Personne n'a rien dit. Les gardiens étaient pourtant des types assez rudes et en temps normal, ils auraient fait des réflexions obscènes. Mais personne n'a rien dit. Ils avaient quelque chose comme du respect pour ce que le couple endurait, et donc ils les ont laissés tranquilles. Premier jour d'audience. Le chef d'accusation porte l'intitulé « Conspiration à des fins d'espionnage ». Le juge s'appelle Irving Kaufman. Le juge Kaufman était un homme sévère et exigeant. Il a mené le procès avec fermeté. Par contre, il a parfaitement su utiliser les preuves existantes et gérer toutes les difficultés relatives à la sécurité. C'était un excellent juge. Kaufman tient à choisir personnellement les membres du jury. Ce sont tous des anticommunistes fervents, partisans de la peine de mort, et ne nourrissent aucun scrupule quant à l'utilisation de la bombe atomique. Il n'avait pas du tout envie de mener un procès équitable, pas le moins du monde. Il refusait systématiquement les objections pourtant légitimes de notre avocat. Il les rejetait. Il encourageait les témoins à développer des récits ou des histoires qui n'ont rien à voir avec la manière de traiter un dossier aux USA. Les indices que le parquet produit à la charge de Julius Rosenberg sont accablants. En revanche, pour ce qui concerne Ethel, tout le poids de l'accusation repose sur David Greenglass. 10 minutes avant l'audience, le barreau et lui travaillent encore à sa déposition. Puis il s'avance à la barre et charge lourdement sa sœur. David Greenglass représente pour moi tout ce que je n'aimerais pas être. Si je pouvais l'extirper de ma vie, j'en serais absolument ravi. Il m'arrive de réfléchir à lui, d'un point de vue intellectuel, mais sur le plan personnel, je ne veux rien avoir à faire avec lui. C'est presque comme si je craignais d'être contaminé par le simple fait d'être proche de lui. Le 28 mars 1951, les jurés se retirent dans un hôtel pour délibérer. Pour que la sentence soit prononcée, ils doivent statuer à l'unanimité de l'innocence ou de la culpabilité des accusés. En ce qui concerne Julius Rosenberg, ils s'entendront assez vite. Par contre, l'un d'entre eux a des scrupules à livrer Ethel, qui est mère de 2 enfants, à la peine de mort. Le lendemain matin, il se joindra à la majorité. Ethel est coupable. Ne perdez pas de vue qu'il s'agissait d'une accusation de conspiration. Dans une conspiration, chacun des conspirateurs n'est pas forcément au centre même du crime. Mais elle a joué un rôle très important en convainquant son frère de participer à l'espionnage. Elle dactylographiait aussi les notes que David lui remettait. Ça aussi, c'est important. C'est suffisant pour établir la culpabilité de quelqu'un, et c'est ce que le jury a fait. Le vote des jurés a eu lieu. Il appartient désormais au juge Kaufman de fixer la sentence. Je considère que votre crime est plus grave que l'assassinat. Vous avez modifié le cours de l'histoire au détriment de notre pays. Qui sait combien d'innocents paieront un jour le prix de votre trahison?
Au regard d'un tel crime, Dieu seul est habilité à vous accorder sa miséricorde. Dans le cas Ethel et Julius Rosenberg, la Cour se prononce pour la peine capitale. One of the greatest peacetime spy dramas in the nation's history reaches its climax as Mrs. Ethel Rosenberg, who with her husband was convicted of actually transmitting the secrets to Russia, enter the federal building in New York to hear their doom. It is the first time in peacetime that such a death penalty has been handed down. Après sa condamnation, les juges craignaient qu'elle ne se suicide. Ils l'ont donc transférée du 8e étage jusqu'à mon étage, parce qu'il y avait là une cellule au bout du couloir que le gardien pouvait observer en permanence. C'est à cette époque que nous sommes devenus amis. Nous avons beaucoup discuté et nous avons passé du temps ensemble. Ethel Rosenberg est dénoncée par son frère David Greenglass, un drame familial sur fond d'espionnage nucléaire. Elle a toujours joué le rôle de la grande sœur. Elle disait qu'il était toujours trop sûr de lui, qu'il était prétentieux, et que c'est lorsqu'il était trop sûr de lui qu'il tombait dans le panneau, parce qu'il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Elle pensait que les agents du FBI l'avaient menacée comme ils l'avaient menacée elle. Et effectivement, quand ils l'ont menacé, il a craqué tout de suite et leur a dit tout ce qu'il voulait savoir. Toute sa belle assurance ne lui a servi à rien. Il leur a dit « Mon beau-frère a fait ceci et cela, et ma sœur l'a aidé ou lui a servi de complice. » Dans le monde entier, des comités de soutien secrets, sous l'impulsion de ceux qui croient en l'innocence des Rosenberg ou qui se prennent de pitié pour une famille dont les enfants seront désormais orphelins. Même Edgar Hoover, alors patron du FBI, rédigea une demande de grâce au président Eisenhower pour solliciter que Ethel Rosenberg ne soit pas conduit à la chaise électrique. Mais il y avait à cette époque un très fort sentiment anti-soviétique aux USA. La guerre froide était à son apogée. Il voulait tuer quelqu'un pour se venger du fait que l'URSS ait pu construire sa bombe atomique si vite. Après le procès contre Ethel et Julius Rosenberg, la plus grande chasse à l'espion de la guerre froide entre dans l'histoire. Le bilan, Klaus Fuchs, l'espion numéro 1, condamné à 14 ans de prison en Angleterre. Il sera libéré au bout de 9 ans et vivra jusqu'en 1988, année de sa mort en RDA. Harry Gold, l'agent de liaison, condamné à 30 ans de prison. Sa collaboration avec le FBI lui vaudra d'être libéré au bout de 15 ans. David Greenglass, condamné à 15 ans de prison et libéré au bout de 10 ans pour bons et loyaux services. Le FBI lui a fabriqué une nouvelle identité sous laquelle il vit aujourd'hui encore à New York, dans le quartier du Queens.
Ethel et Julius Rosenberg ont quant à eux refusé de collaborer jusqu'au bout. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous aurions pu, par exemple, dire que Rosenberg était bien l'un de nos agents et quel genre de matériel il nous livrait. Cela aurait rendu les aveux plus simples à Rosenberg. Et dans ce cas, il aurait avoué. Et cela aurait été plus simple, alors, de trouver des témoins en faveur de Rosenberg. Et dans ce cas, il aurait avoué. Pénitencier de Sing Sing, 19 juin 1953, jour de l'exécution. Le soir de l'exécution, j'étais assis dans le bureau de Mickey Ladd, le numéro 3 du FBI. Nous avions un directeur assistant du FBI à Sing Sing. Tout le temps, j'ai réellement espéré qu'ils se mettraient à parler. Mais au lieu de ça, ils ont choisi de mourir pour leurs convictions, pour soutenir un homme comme Joseph Staline. Nous regardions une partie de football à la télé, mais la retransmission était sans cesse interrompue par des flashs d'informations sur les préparatifs de l'exécution. Moi, je ne comprenais pas très bien de quoi il retournait. Mon frère, lui, comprenait parfaitement et il avait l'air de plus en plus triste. Nos parents adoptifs nous ont envoyés jouer dehors. Je ne savais pas que c'était le jour de l'exécution. J'avais entendu parler de quelque chose, mais tout cela était assez vague dans mon esprit. Pour moi, c'était un jour normal où j'étais allé rendre visite à mon ami Mark dans la maison de ses parents. Et puis, on m'a envoyé dehors pour aller jouer au ballon. Je savais que quelque chose de terrible était en train de se passer, mais je ne savais pas quoi. They died differently, gave off different sounds. He died quickly. She died a lot harder. When it appeared that she had received enough electricity to kill an ordinary person and had received the exact amount that had killed her husband, the doctors went over and pulled down the cheap prison dress, a little dark green printed job, and placed the I can't say it. Placed the stethoscopes to her and then looked around and looked at each other rather dumbfounded and seemed surprised that she was not dead. Believing she was dead, the attendants had taken off the ghastly strappings and electrodes and the black belts and so forth. And these had to be readjusted again, and she was given more electricity, which started again that kind of a ghastly plume of smoke that rose from her head and went up against the skylight overhead. After two more of those jolts, Ethel Rosenberg had met a maker she'll have a lot of explaining to do to.